Salut et bienvenue sur Le Cas Ludique. On est là pour notre récap mensuel. Salut. Émission du mois. Je suis Aigleuse là, on va faire notre petit récap comme d'habitude. Donc le petit sommaire, c'est l'actu globale du monde du jeu, notre actu, les jeux qu'on a pu jouer. Alors là, on a un peu décalé. Ouais, c'est les jeux de février, mais on est le 20 mars. Février, donc début mars. Tout va bien. Ah oui, on est le 20 mars en vrai. Bon. On n'est pas le 20 mars, c'est vendredi le 20 mars. Ouais, mais on a décalé. Mais en fait, bon. Et on fera notre petite hype et petit hors-jeu, comme d'habitude. Ah oui, voilà. Un beau hors-jeu même cette semaine. Donc voilà. Donc pourquoi aussi on a décalé ? Parce qu'en fait, on a fait, il y a 15 jours, on a fait un live qu'on pourrait retrouver là sur les coops de Cannes. Parce qu'il y a eu un petit événement qui s'est passé ce fin février. Donc c'était le Festival international des jeux de Cannes. Donc on a fait une émission dédiée aux jeux coop qui sont sortis, enfin qui ont été annoncés. Ouais. On en a fait à peu près, il y en a une quinzaine qu'on a cité, qu'on a un peu expliqué pour certains. Voilà, donc dédié vous retrouvez du coup un récap de tous les jeux coop qui à peu près qu'on a pu voir. Qui seraient annoncés dans l'année. Quoi. Dans l'année. Donc, et bah c'est pas une riche année, moi je vous le dis. Ça va quand même, franchement ça va. Non, ça va pas. Non. Du coup voilà, donc vous pouvez retrouver, donc on a fait cette vidéo, ce qui fait que ce récap mensuel est un peu décalé. Donc voilà, donc le Festival de Cannes, bah du coup... Alors là tu passes à la partie actu là. Ouais, on passe à la partie les actus, on passe aux actus. Il faudra du générique maintenant. Donc, et là, ah bah bim, image. Et bah voilà. Donc Festival de Cannes, et ben il y a eu la cérémonie des As d'Or, composée du jury. Donc Vincent de Dienne, qui était le maître de cérémonie, a fait comme une belle cérémonie, parce que bon, on sait que c'est un humoriste de talent. Et du coup, c'est son dernier. Ouais, il a annoncé que c'était fini pour lui, parce que ça lui demande... beaucoup trop de temps, je pense, vu de tous les jeux qu'il doit jouer. Bref, du coup, mais par contre, il a écrit des sketchs, enfin, il a écrit la cérémonie, c'était hyper drôle, franchement plaisant à regarder. Et donc, il y a eu l'annonce des gagnants. Donc, on commence tout de suite par le tout public. Donc, il y avait comme nommé Rebirth et Flip 7. Et c'est donc Toy Battle de chez Repos Productions de Paolo Mori. Et le deuxième, Paolo Mori tout court. Non, il y a peut-être un deuxième auteur que je ne l'ai pas là. Donc, distribué par Asmodée. Et donc, voilà, quel gagnant. Un jeu 2 joueurs, assez familial. Donc, Ouais, mais qui marche bien entre... Ouais, mais déjà, un jeu 2 joueurs qui gagne. Initié aussi. Un jeu 2 joueurs qui gagne. Et ça sera pas le seul, on va en parler. Donc, voilà. Bon, on l'a dit, hein, l'édition est magnifique sur Toy Battle, c'est un sans faute. Bon, après, moi, j'étais plutôt sur Flip 7 qui est plus grand public, parce que Toy Battle, clairement... tout public, moi j'y joue pas avec ma mère quoi, à Toy Battle. Bon, je trouve que c'est un jeu plutôt parent-enfant, donc moi j'aurais été plutôt sur le tout public, mais Flip 7 se vend. Après, tout public, c'est As d'Or, c'est pas non plus grand public, parce que Flip 7, d'accord, c'est tout public, mais c'est grand public. Ouais, mais à la limite, bah du coup j'aurais même préféré Rebirth, un jeu de plateau. Bah, Rebirth, je suis d'accord. Flip 7... Il avait pas besoin de ça, donc on dit... Voilà, bon. il avait pas besoin de ça. Mais bon, voilà, du coup, moi Toy Battle, je suis un peu mitigée. Ah, et regarde ce qu'on a. On a de la chance aujourd'hui. Bon bah salut les gens de Philibert. Aujourd'hui c'est le printemps, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. Là du coup on a donc un beau raid de Philibert, donc de 134. Donc bienvenue aux 134 personnes qui arrivent sur la chaîne. Gloire à Max. Ok. Donc bienvenue. Alors ceux qui nous connaissent pas, eh ben nous on est une petite chaîne rennaise. Là on fait notre récap mensuel. Et on est sur l'actu, là, donc on parlait de la cérémonie et du prix des As d'Or. Donc après, on va parler des jeux du mois. Faut dire gloire à Max, c'est lui qui nous envoie plein de monde. Voilà, gloire à Max. Ils arrivent tous avec gloire à Max. Donc voilà, donc c'était pour vous resituer un petit peu. Donc là, on est sur le prix des As d'Or. Et après, on va parler des petits jeux, donc certains que vous voyez ici derrière dans l'écran. Ouais, là, ça, c'est notre petite émission mensuelle où on revient sur les principaux jeux auxquels on a joué dans le mois écoulé. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci d'être là et de rester un petit peu. Oui, n'hésitez pas à rester, à vous abonner. Allez voir nos différents réseaux sociaux. Jiba, mets le lien là, c'est le moment ou jamais. Fais du placement de produit, Jiba. Donc voilà, donc on parlait de l'As d'Or, donc on était sur Toy Battle qui a reçu le prix tout public. Ah, mais il y en a qu'on connaît, bonjour Mobs. Voilà. Et donc voilà, prix tout public, Toy Battle. Moi je suis mitigée, mais bon voilà. Je l'aurais mis en prix enfant pratiquement. Donc, Non, moi je suis pas d'accord. Mais vu que ça m'est égal, c'est pas grave. Après, je suis d'accord que Rebirth, il était nommé Rebirth. Ouais, Rebirth c'était nommé. Il aurait fait un bon. Mais Rebirth c'était plutôt initié pour moi, je le trouve pas. Ok, l'accessibilité au niveau des règles est simple, et il est pas si facile à Rebirth. Bref, le jeu enfant c'est Lee Mookie. Bah c'était presque attendu, hein, Lee Mookie, tout le monde en parle depuis longtemps, de Florian Siriex, et c'est un jeu 2 joueurs. Ah ouais, mais ça je connais pas du tout cet univers-là. Avec des belles cartes foil, un je jeu ne dis rien. Collection pour les enfants.
Et du coup, dans la partie initiée, également un jeu de joueurs. Donc c'est l'année des jeux de joueurs. Voilà, donc Dolmore dit que Toy Battle le mérite. La qualité d'édition est parfaite, mais je trouve que... Même le jeu, moi je trouve qu'il est... C'est pas du tout... Moi je joue pas à 2. C'est pas mon genre de jeu parce que j'aime pas trop l'affrontement. Mais t'as refait une partie ou pas? Ouais. Ah, j'ai refait. Non, j'ai pas rejoué Voilà, depuis. t'as pas Mais j'ai rejoué. trouvé ça très bien. C'est quand même trouvé ça très bien. Oui, mais... Je l'ai offert. Les gens, ils ont fait 14 parties le premier jour. C'est un carton. Enfin, oui, je t'enchaînes, c'est des petites parties à 2. Ouais, mais il y a plein de gens, ça leur a fait cet effet-là. Donc, si, il a bien sa place, en fait, je trouve. Mais voilà, la section était quand même belle, Flip 7 et Rebirth, donc voilà. En initié, donc il y avait donc Zénith qui a Jeune pipi, eu le pardon. prix. Donc Zénith qui est du coup de Grégory Gard et Mathieu Roussel qui sont ceux qui ont fait Château Kobo, qui n'étaient pas nommés, qui n'a pas eu le prix l'année dernière. Et donc là, ils ont eu le prix et voilà, c'est le deuxième jeu de chez Playpunk après Captain Flip. Donc déjà Asdor, donc Asdor initié. Moi j'adore Zénith. Donc je peux rien dire, franchement, pour moi c'était largement mérité. À côté, il y avait Tech Time, que moi j'aurais mis en tout public, du coup, pour le coup. Mais bon, après, ça c'est mon avis. Ouais. Qui aurait pu mériter aussi. Et le troisième, c'était First Rat, qui était un peu l'outsider, là, qui sortait un peu nulle part. Mais voilà, donc First Rat, nous, on a vu des avis un peu différents et divergents. Donc voilà, je pense qu'il avait peu de chances de gagner. Mais du coup, entre Zénith et Tech Time, finalement, bah voilà, c'est Zénith. Donc l'année des jeux à d'or, 3 jeux de joueurs. Moi, je suis pas convaincu Ouais. par cette catégorie-là. Et dans la catégorie expert, et ben, c'est Sivolution qui a gagné de Stéphane Feld. Et moi, du coup, bah, nous, on n'est pas trop gros jeux, on ne peut pas faire beaucoup de gros jeux. Nous, notre gros jeu de l'année dernière, c'était Wondrous Creature. Ouais. C'est chez Super oui. Meeple. Oui. Qui a eu un prix, là. Il a eu plusieurs prix, cette même, semaine, il a gagné le... Les Poulies d'or, non? Il y a eu ça, J'ai puis il y a eu... oublié le nom. Mais il a gagné un prix cette semaine. Wondrous Creature. Nous, voilà, Wondrous Creature, c'était notre jeu de l'année. Il était dans notre top, tous les deux, notre top 2 de l'année 2025. Et voilà, donc il n'était pas nommé, mais voilà. Donc Sivolution, à tester, hein. Mais cette année, j'ai mis dans mes bonnes résolutions de faire plus de gros jeux. Mais alors, après, il y a deux difficultés dans les gros jeux, c'est qu'il faut aussi les avoir. Donc, voilà, comme on n'est pas une chaîne spécialisée gros jeux... Et on va parler d'un gros jeu tout à l'heure. De 2 gros jeux. 2 gros jeux tout à l'heure. Alors restez, on fait du teasing, on va parler de 2 gros jeux. C'est bon, c'est fini ça? Allez, donc l'As d'or, c'est bon. Alors, voilà. On passe aux vraies actualités extrêmement importantes, et c'est là où... Hop, ça j'enlève. Si vous êtes rennais, si vous avez envie de vous faire un petit week-end à Rennes, donc vendredi, c'est très bientôt, c'est tout de suite, c'est voilà, dans 2 jours. Et ben nous, on organise, en fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, tous les trimestres, on organise une Game Night. Donc c'est quoi une Game Night? Et ben c'est une soirée jeu. C'est une nuit du jeu. C'est une nuit du jeu. Ça commence à 18h, ça finit jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. 4-5 heures du matin en général. Voilà. Record vers 5h30. Et du coup, sur place, donc c'est un très beau lieu, hauteur sous plafond, de la place, etc. Tout est gratuit, enfin, sauf si vous voulez manger et boire, parce que là, on ne peut pas non plus financer tout. Tout est gratuit. Mais voilà, l'entrée est gratuite, vous arrivez à l'heure que vous voulez, vous avez 80, 70 jeux. Ouais, on amène entre 70 et 80 jeux qui sont soit récents, soit dont on a parlé dans nos vidéos récemment, soit on se dit tiens, celui-là c'est sympa de le faire redécouvrir. Voilà. Donc c'est quand même une sélection. Oui, on est obligé de sélectionner. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens que ceux qui savent qu'ils vont venir, si vous voulez certains jeux, essayez certains jeux et demandez-nous en avance parce que nous on peut pas ramener toute notre ludothèque. Alors là il y aura un Wondrous Creatures de prévu. Bon, il y a des hantises qui ont été demandés, mais ça c'était prévu aussi. Qu'est-ce que j'oublie? Ah, il y a 3-4 jeux qui ont déjà été demandés. Enfin, et donc l'affiche, donc Teva le dit, donc c'est Fabrice qui nous fait ses affiches. On a de la chance. On avait fait un appel sur les réseaux et il s'est proposé, du coup il nous fait les affiches à chaque fois, il prend le temps de le faire. Bah, ça fait 4 affiches qui sont faites par Fabrice. Voilà. Avant, on les faisait avec de l'IA. On n'avait pas le choix parce que nous, c'est pas notre métier. Et voilà. Donc, et l'événement est gratuit, donc on ne peut pas payer les services d'un infographiste ou d'un graphiste tout court. Et puis là, on grossit un peu le concept parce que avant, en gros, il y avait du jeu de société et du jeu de rôle. Bon, alors, il y a toujours du jeu de société et du jeu de rôle, ça c'est bien organisé, on maîtrise. Et là, on rajoute, comme la dernière fois, il y avait eu un DJ set en amphi. Là, ce sera un TTMC. TTMC géant. Qui sera animé en amphi. Il y aura 2 parties de hantises qui sont faites à part dans une zone noire et tout comme il faut. Et il y aura aussi... Et je me trompe sur le nom, c'est Blood on the Clock Tower. Blood on the Clock Tower, le gros loup-garou-like à 150 balles, là. Il y a une partie d'organiser également. Où les gens disent que c'est exceptionnel, et il y a des gens qui font...
Et ben écoute, nous on pourra pas juger parce que, enfin moi personnellement, je sais que je peux pas y jouer. Mais du coup, si vous êtes dans le coin et que vous avez envie, parce que c'est pas des parties qui sont faciles à mettre en place chez vous, et ben voilà, vous avez 2 antises qui seront prévues, un TTMC quiz géant et du coup un Blood on the Clock Tower. Ouais, et n'hésitez pas si jamais vous pensez venir, même sur ça, à nous suivre parce que on va diffuser dans les dans les 2, juste là avant avant la soirée, on va quand même diffuser 1 ou 2 formulaire de préinscription, histoire de bloquer ceux qui veulent vraiment jouer à quelque chose, qui puissent bloquer leur place. Parce qu'on est quand même limité au niveau des places, voilà. Voilà, donc de toute façon, en tease c'est 12, donc il y aura 2 parties de 12. Blood on the Clock Tower, c'est à peu près la même chose. Et toi, tu prends combien de personnes à TTMC ? Moi, je vais compter une vingtaine, en gros. Parce qu'en fait, moi, je veux pas faire des équipes trop grandes, donc ça sera des équipes de 2-3 max. Et moi, je me dis une dizaine d'équipes, donc 20 personnes, ça peut être pas mal. Bon, après, voilà, ça dépendra, mais je pense pas que de toute façon qu'on aurait autant. Mais... Ouais, non, il faut pas vider les autres salles non plus. Donc voilà, voilà, entre 15 et 20 personnes. Et 3 jeux de rôle qui s'étalent dans la soirée. Là, j'ai pas les horaires en tête éventuellement. Ils peuvent être mis dans le chat. Donc voilà, donc c'est ce vendredi-là, c'est à 18h. Ce 20 mars. C'est à Rennes, c'est son Sévigné en fait, c'est juste à côté de Rennes, mais c'est juste en face d'un arrêt de métro, vous avez juste la rue à traverser. Il y a tout ce qu'il faut sur place, de 18h à 4-5h du matin. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, vous pouvez boire et manger, mais bon, ça faut payer un peu. C'est bon ? Et alors, voilà, on passe à nos découvertes ludiques du mois de février / un peu mars quand même. Tu commences ? Allez, c'est parti. Avec un... Avec quoi C'est quoi mes 3 ? Ah bah je sais Allez, pas. je vais commencer avec celui-là. Tac. Donc c'est Expo 1889. Donc c'est une réédition, donc c'est Chèvre Édition qui l'édite. C'est un jeu de Mac Leacock et donc c'est la réédition de Roll Through the Edges. Donc moi j'ai pas joué à Through the Edges, j'ai pas joué à Roll Through the Edges, donc je ne connais pas le passé de ce jeu. Moi j'ai joué à Through the Edges plusieurs fois. Et c'est bien. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment très bien. C'est un gros jeu. Ouais, mais c'était l'époque où on faisait des gros jeux. Donc à l'époque, ils ont fait un roll and write de ce jeu. Donc c'est Matt Leacock et donc Ah, attends, je t'interromps. Diva Mama 441, merci pour les infos. Elle va voir si elle peut venir à la Game Night. Ah, cool. Vraiment, faut pas hésiter. Hein. Je pense que faut venir découvrir. Ouais. Et on a vraiment un super lieu. Ouais, le lieu est vraiment cool. On a une petite vidéo qui tourne sur YouTube en short. Vous pouvez voir le lieu du coup. Celle de la dernière fois où on présente vite fait les comme animations. Comme ça, vous pouvez voir le lieu et voir du coup comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, on vous encourage vraiment à venir. C'est vraiment ouvert à tous. Si vous avez pareil, si vous avez des enfants à partir de 10 ans, il y a plusieurs enfants qui viennent, et des tables qui s'organisent aussi. C'est à la fois joueur et familial, donc pas de souci. Oui, on a des jeux familiaux, il n'y a pas de souci. Des jeux même à partir de 8 ans. Ça s'appelle Diva Mama, mais peut-être qu'elle n'a pas d'enfant. Même à partir de 8 ans, il y a des enfants pour jouer. Il y a ce qu'il faut en jeu. Mais du coup, n'hésite pas aussi à nous dire s'il y a des jeux que tu veux essayer. On peut faire en sorte de les avoir si on les a. Donc, Expo 1849, donc c'est un roll and write. Donc, mon anglais, il est horrible. Bon. On lance des jeux. Non, pas des jeux, parce que sinon, ça fait n'importe quoi. Salut Philibert qui nous fait coucou. Merci pour le raid encore. Ouais, merci beaucoup. Super génial. Et donc, dans l'Expo 1889, vous allez lancer des dés. Vous allez, comme à la 6e dernière, vous allez pouvoir relancer jusqu'à 3 fois, mais vous pouvez garder tout ou partie des dés, sachant qu'il y a une phase de dés, celle-là, vous ne pouvez pas la lancer, il y a un éclair, et l'éclair, il peut être soit, en général, il va empêcher être méchant pour les autres, enfin méchant pour soi, c'est-à-dire que ça va nous mettre des sabotages, mais, et ce qui s'est passé dans une de mes parties, c'est que mon adversaire avait fait 3, et en fait, quand tu fais 3, c'est des sabotages pour l'adversaire. Donc en fait, je me suis fait avoir à chaque fois, parce que du coup, c'est moi qui ai pris les sabotages. Bref, normalement, le sabotage, c'est quand on lance trop les dés et qu'on fait trop de éclairs, c'est contre nous. Et qu'est-ce qu'on va faire dans Through the Edges ? On va récupérer des ressources. Donc il y a une phase pour récupérer des ressources. Les ressources, elles sont multiples. Donc si je prends, en fait, on va avoir... L'édition est plutôt sympathique, donc on a des gros dés, comme ça. Donc franchement, le travail a été plutôt bien fait. Les plateaux sont double couche, assez fins, par contre. C'est beau. Ouais, je trouve que c'est très joli. Donc on n'a pas dit l'illustrateur, c'est Romain Pincemin. Romain Pincemin. Donc vous avez... Pas de blague. Donc vous avez un plateau double couche, il est assez fin, donc je sais pas, j'ai peur qu'il se déchire, mais bon, c'est quand même un plateau double couche, donc vous allez pouvoir récolter de l'argent, vous allez pouvoir récolter des ressources, et donc les ressources, il y en a de 5 types, mais en fait, il faut toujours commencer par le bas. Donc si vous récoltez 3 ressources,
eh ben, vous pouvez remonter. Mais pour avoir de l'électricité qui est quand même plus chère à la revente, eh ben, il faut réussir à avoir 5 ressources pour pouvoir le faire. Donc de tout ça, vous allez pouvoir... Comment on fait pour gagner? Donc on a dit, il y a l'argent, il y a les ressources, il y a aussi des ouvriers. Donc ça s'appelle des dés contre-maîtres. Et on va prendre des ouvriers. Ces ouvriers vont nous permettre en fait ici de construire des bâtiments. Voilà. Donc des bâtiments de Paris. Donc on a la Tour Eiffel, le Palais des Beaux-Arts, etc. Par contre, il faut des bons yeux, quoi. Donc ça va nous donner du coup des points. Voilà. Et vous allez pouvoir, au départ on commence avec moins de dés, et au fur et à mesure avec les dés contre-maîtres aussi on peut gagner des dés, sachant que les dés il faut les payer. Donc si on a beaucoup de dés, il faut quand même de l'argent pour pouvoir payer ces dés. Bref. Donc on a construire, et aussi, et c'est ça qui fait toute la subtilité du jeu. Il faudra que tu sois moins dans le détail quand tu vas présenter Luthier. Oui, parce que oui, sinon, ouais. Non, mais Luthier, je vais pas pouvoir. Donc, vous allez avoir des petites cartes comme ça. Et ces cartes, en fait, vous donnez des avantages. Et il y en a des plus chers, qui sont forcément des gros avantages, des moins chers. Et il va falloir trouver comment ajuster. Parce que du coup, si vous voulez des grosses, bah, ça va coûter cher. Vous allez mettre du temps à les avoir. Donc, des fois, il faut quand même trouver la contrepartie d'en prendre des petites et d'avoir des grandes. Donc, mais elles sont toutes intéressantes, elles apportent tous quelque chose. Donc en fait, c'est le dilemme de dire alors laquelle je prends, mais il y en a qui combattent un peu entre elles. Donc voilà, et donc ça reste des parties très courtes, on lance les dés, on choisit, on coche. Bon alors, t'en as pensé quoi? Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est très facile à prendre en main. On prend ses ressources et tout ça, et en fait, t'as pas beaucoup de matériel, donc il est transportable quand même, tu peux l'emmener assez partout dans un jeu. Partout Bah oui, on peut l'amener plutôt... Enfin voilà, il est transportable dans un jeu qui est quand même... c'est un peu plus joueur quand même que Welcome par exemple. Là, on va choisir, il y a des choix qui vont être faits. Et en plus, il est un peu méchant parce que du coup, on va pouvoir donner des sabotages aux autres. Donc, pas les jeux méchants. Mais voilà, en tout cas, le matériel est vraiment chouette. Franchement, il y a une belle qualité d'édition. Et moi, j'ai vraiment aimé. Donc après, ça reste assez classique. Mais du coup, si vous cherchez un roll and write un peu plus complexe, où on va faire un peu de gestion de ressources, et puis il va falloir faire des choix sur quelles améliorations on fait pour nous faire un peu de combo, un tout petit peu, hein, mais voilà. Franchement, bah, très chouette jeu. Franchement. Eh ben, je vais jouer. Voilà, mais j'ai bien aimé. À la prochaine soirée jeu. Ok, à moi. Ah bah moi j'ai joué, alors c'était février, alors je remonte un peu loin. J'ai essayé Comic Strip. Alors Comic Strip, donc chez Olibrius. Ça pourrait ressembler à Nouvelle Contrée, sauf qu'au lieu de prendre un livre, vous allez prendre une BD, vous allez prendre... Donc Nouvelle Contrée, vous prenez genre un paragraphe d'une page d'un livre. Et alors là, dans Comic Strip, vous allez avoir une carte en gros qui vous dit quelle zone d'une page de BD ciblée. Et vous allez devoir en fait la reproduire avec des petits... Est-ce que c'est mis au dos? Ouais, voilà, on va prendre l'exemple qui est au dos. Là, vous allez avoir des bâtons verts, des bâtons bleus, des carrés, des triangles, et vous allez devoir essayer de reproduire une case de BD pour que les autres devinent, en gros, de quelle case vous êtes en train de reproduire. Bon, alors déjà, le premier point, c'est que ça marche bien avec la BD belge, on va dire. Moi, je suis amateur de ce qu'on appelle un peu roman graphique, avec de la pleine page et tout ça. Bon, là, ça marche pas du tout. Donc, il faut quand même avoir... nous, on l'a fait avec un Is de Good, avec un Gaston Lagaffe. Bon, ça marche bien. Mais voilà, faut prendre des BD un petit peu comme ça. Et puis voilà, après, du coup, chacun vise pas forcément la même case. Tout le monde n'a pas non plus le même matériel. Et en gros, il y a un enquêteur qui doit deviner quelle case vous essayez de reproduire. Et puis les autres, ceux par exemple, si l'enquêteur commence par ma case, qu'il la trouve ou qu'il la trouve pas, après, je peux l'aider en donnant mon avis. Donc voilà, on discute, on essaye de deviner. Il y a un petit mécanisme de points. Et voilà. Donc en gros, tout ce qui est comptage de points, machin, tout ça... je sais pas si on l'a ouais, c'est un coopératif. Tout ce qui est comptage de points, machin, tout ça, on s'en fout. Franchement, ça vaut rien, je trouve. Par contre, le mécanisme en soi, lui, il est assez rigolo. C'est léger, ça se sort facilement. Vous faites un tour de table de façon à ce que tout le monde ait été une fois un peu l'enquêteur. Et voilà, j'ai envie de dire... C'est simple, c'est efficace, c'est pas le jeu de l'année, ni incroyable. Mais moi, j'aime bien toujours le principe. Alors, ils le disent dans les règles, ils disent prenez une BD que vous avez envie de faire découvrir, et puis c'est l'occasion de... Bon, ouais, faut pas être fan de roman graphique, quoi, mais sinon, c'est un peu cool, un peu chill. Au début, on se dit, oh là là, mais c'est même impossible, parce que des fois, avec un triangle, quand tu veux que je fasse un bonhomme, et puis en fait, il y a des schémas qui commencent à se prendre, tout le monde remarque que le personnage principal, j'en sais rien, il a un t-shirt, disons, bordeaux, tu vois, et tout le monde sait qu'il va prendre à peu près toujours un élément qui ressemble
à ça. Ouais. Et du coup, on se dit, ça, c'est le personnage, donc ça peut être cette tuile-là, etc. On discute. Donc voilà, au final, c'était plutôt une bonne surprise. J'ai mis du temps à y aller parce que j'étais pas hyper motivé. J'avoue que Nouvelle Contrée m'avait fait le même effet. J'ai mis plus d'1 an à aller sur Nouvelle Contrée avant de finalement trouver ça assez sympa et de bien apprécier ma partie. Parce que c'est les mêmes auteurs, enfin c'est les mêmes éditeurs que... Donc là j'ai moins hésité. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'être découvert et que c'est sympa à faire découvrir. Après, voilà. Tu fais pas 15 000 parties. Je fais pas 15 000 parties. Faut aussi être un peu... Enfin, moi, je suis pas un fan de BD belge. Vraiment, c'est un style qui est moins mon truc. Et je trouve que vraiment toute la partie comptage de points, tout ça, faut pas la jouer. Donc, mais voilà. Sinon, c'est plutôt pas mal cool, quoi. On a quelques personnes qui sont arrivées. Salafé qui est arrivé et Grenuf, salut à vous. Ah bah, Salafé, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Moi, j'avais discuté avec elle. Bon, bref. D'accord. Sur BGA. Ah, j'ai pas fait mon petit interlude BGA. Ok, donc voilà. Moi, je vous invite vraiment à le découvrir, surtout si vous avez beaucoup de BD chez vous. C'est un bon moyen de mêler les deux univers. Et tu n'as pas essayé, je crois. Et pourtant, on fait des soirées jeux exprès, mais on n'a même pas le temps de tout tester. Bah non, peut pas. Allez, je vais enchaîner avec ça. Ah, j'ai joué. Ça, donc ça c'était la hype de février. En fait, il a été en rupture de stock. Alors ça s'appelle Cozy Stickerville. Cozy Stickerville, voilà. Donc la boîte elle est assez grande finalement quand même. Du coup pourquoi ? Parce que vous avez des plateaux. Et c'est quoi Cozy Stickerville ? Vous allez coller des stickers. En fait c'est une sorte de Animal Crossing où vous avez du coup un gros album de plein de stickers. Il n'y a rien, il n'y a pas non, t'en as pas enlevé beaucoup hein. Je suis à la 5e. Sur combien ? Sur 10. Ouais. Mais en fait, la campagne est rejouable 2 fois. Ah ouais, donc 20, on va dire. Donc voilà. Donc vous avez des plateaux. Des petits cœurs, des petits cœurs, on a mis 10 sur tout le bordel, quoi. Donc de base, le plateau, il est comme ça, vide. Voilà. Donc et vous allez. Après, donc vous êtes quelqu'un qui est arrivé dans une ville et vous allez du coup devoir développer votre ville. Et vous allez avoir des choix. Donc en fait, forcément... il y a des choses que vous ne ferez pas parce que le choix il est obligatoire, vous allez soit vendre ou soit construire, voilà. Et je montre avec des autocollants. Et en fait il est beaucoup comparé à Dorf Romantique. Il n'y a pas de spoil parce que les gens disent faut pas spoiler, mais bon de toute façon tu vois rien, tu sais même pas à quoi ça correspond. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre des arbres ou pas, mettre des trucs fruitiers, gagner du bois ou pas, enfin bon. Et en fait c'est très cosy, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on va aller chercher du bois, pouvoir construire une école. Mais tu n'es pas obligé de construire l'école, parce que peut-être que toi, tu vas préférer construire autre chose, parce que la carte te fera un choix, et du coup, tu ne pourras plus revenir en arrière. Donc, il y a plusieurs fins possibles. Moi, je suis à la 5e, donc on va dire que je suis au milieu. C'est un type de jeu, quand on est à la moitié, on se demande ce qui va arriver, et en même temps, d'un côté, on a un peu de redondance. Parce qu'il y a des cartes donc, qui vont... On va récupérer des cartes. Bon, c'est une campagne, c'est un jeu à campagne, coopératif. Et en fait, ces cartes-là vont rester. Donc, des fois, tu peux la faire tout de suite. Mais comme tu attends, et tu la feras à l'épisode 5, en fait. Et, du coup, tu sais pas trop ce qui t'attend, tu sais pas trop ce qui va arriver. Donc, tu joues, tu colles tes stickers, tu développes, mais du coup, tu vois pas trop la fin. Est-ce que des fois, tu colles des stickers par-dessus des stickers ? Tu peux effacer des trucs, parce qu'en fait, il y a des choses que tu vas mettre. Et par exemple, je sais pas, je prends tout simplement, par exemple là, j'ai fait venir quelqu'un dans ma ville, et en fait, il a un petit code, et en fait, tant que je vais pas le voir, ça développe pas cet axe-là. Là. Et ça se trouve, je n'irai jamais lui parler de toute ma campagne. Donc en fait, je l'ai fait venir, mais si je vais jamais lui parler, je saurai jamais du coup ce qu'il peut m'apporter ou pas. Mais de toute façon, on peut pas tout faire. Donc à un moment donné, avec les actions qu'on a, on peut pas tout faire. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de routes dans ton bled. Hein. Non, ça c'est le problème. Parce qu'en fait, il y a quand même des petites conditions. Normalement, il faut créer des routes, mais il faut essayer de tout faire. Donc, et on ne peut pas tout faire, donc on est obligé de faire des choix. Et voilà, franchement, c'est plutôt sympa. C'est vraiment cosy. Alors, comme je disais, il est comparé un peu à Dorf Romantique dans le sens où on joue un peu... chill. Voilà, c'est la gamme chill. Sans enjeu. Salut Hackman. Mais en fait, si vous ne voulez pas d'enjeu, si vous voulez jouer juste pour le plaisir un petit peu, et vous verrez, vous, votre fin... Et voilà, franchement, c'est très chouette. Moi, j'aime bien. Les parties, c'est pas très long. Ça va être 30-35 minutes parce que ça va assez vite. En fait, on prend une carte, on la résout. Enfin, en fait, on découvre un nouvel événement à chaque fois. Donc, à chaque fois, on découvre une carte. On fait l'événement des fois, c'est un événement instantané. Ou c'est la carte, elle va et on la construira plus tard. Et après, on fait notre action. Soit de construire cette carte-là si on va la faire tout de suite, soit faire une dès qu'on a déjà chopé. Et voilà. Du coup, là, t'as fait... Donc là, t'as cette ville-là. Ouais. Et t'es à la 5e campagne sur 10. Ouais.
D'accord. Et après, tu peux la refaire une fois sur le plateau, et après poubelle. Parce que tu as des cartes A et des cartes B, donc potentiellement, quand tu rejoues la campagne, tu prends la carte B. Donc c'est pour ça que tu as des stickers qui sont pas forcément en double, parce que si tu refais la campagne, t'as pas la même carte. Donc si tu refais la campagne, tu n'auras plus le même choix. Donc c'est bien, parce que ça fait comme tu fais une campagne différente. Du coup. Mais après poubelle. C'est des jeux, oui, à usage unique. Donc voilà. Alors, il est déjà en rupture, il revient que au mois d'août. Ah ouais. Donc, je l'ai chopé vite, j'ai réussi à avoir... Par contre, d'occasion, il doit être super pas cher, parce que finalement, d'occasion, tu rachètes que la moitié du jeu. Bah, si les gens font qu'une campagne... Bah ouais, il y a des gens qui vont faire qu'une campagne. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas vu d'occasion. Et ben moi, je l'ai testé parce que Asmodée, ils avaient fait un truc pas mal, ils avaient envoyé une campagne de démo dans une enveloppe, juste... Bon, c'était pas très simple pour le prendre en main parce qu'en fait il y avait un QR code et nous on l'a pas vu au début parce qu'on a mélangé les cartes direct. Ah oui. Et du coup on disait ah, mais les règles elles sont vides donc bon voilà. Mais j'ai trouvé que le mécanisme le fait d'envoyer comme ça une campagne en enveloppe et tout, bah, c'est plus économique pour eux et ça marchait bien. Donc j'ai pu le tester comme ça et bah, c'est vrai que je pense qu'on aurait bien continué chez nous. Ouais. Bah, franchement ça se joue très bien en fait. Voilà, tu joues, tu fais tes choix, tu construis ta ville. Donc vraiment c'est très chouette. Voilà, il y a pas t'es pas là c'est exceptionnel et tout parce que bah, oui, mais dans Fromantique était pareil aussi. C'est ça, voilà, donc alors du coup Jiba a une super idée, c'est que tu utilises après les paravents comme paravent de JDR. Alors ce qui est encore une meilleure idée de Jiba, c'est d'inventer un JDR dans l'univers de Cozy Stickerville pour que c'est du sens. Bah oui, mais peut-être, ça arrivera. On compte sur vous, amis auteurs de JDR. Du coup, comme disait beaucoup, c'est que c'est un nouveau concept, en fait, parce qu'il y avait eu un jeu comme ça, Legacy, qui s'appelait Stickers, qui avait pas tant que ça marché, et là, Cozy Stickerville, bah, il était attendu et tout. Donc, en fait, c'est un jeu, alors c'est Cory Koniesia, donc c'est celui qui a fait... genre, tu me regardes Battlestar Galactica, je crois. J'ai des problèmes d'élocution aujourd'hui. Bah, aidez-moi. Battlestar Galactica, il a fait l'insondable. Bah je sais pas, c'est lui ou pas. Et enfin voilà, du coup, donc cet auteur du coup était connu, le jeu était attendu et du coup comme il a inventé une gamme, ça risque d'être comme des Unlock, il risque d'y avoir une suite en fait globalement vu le succès du jeu. Voilà, bah tu vois, il dit les Cozy Simpsonville. C'est pas fait, c'est pas marqué. Cozy Star Warsville, voilà. Donc oui, il va sûrement y avoir des déclinaisons vu le succès du jeu et le succès international du jeu. Donc voilà, donc c'est Cozy Stickerville, franchement, bon allez-y, hein, vous prenez pas de risque, c'est très chouette à faire. Le seul défaut... Ouais, en famille, avec des enfants et tout, ça marche hyper bien. Le seul défaut, c'est que c'est un jeu à usage unique. Voilà, donc Cozy Stickerville. Là. Conçu par Tony Franchi. Sur un concept de Corsi. Voilà, Koniesia, voilà, c'est lui. Donc c'est le concept parce qu'il avait dû faire Battlestar Galactica, mais c'est pas lui qui a fait l'instant. Tout à fait. Et vous, est-ce que vous avez essayé Cozy Stickerville? Je sais que Laurent, toi, tu as enchaîné la campagne. Et du coup, est-ce que jusqu'à la fin, ça vaut le coup et on reste en haleine sur toute la campagne? Réponse dans quelques instants. Voilà. Alors, à moi. Ah, moi, je vais parler de ça, tiens. Hop, parlons jeu de rôle. Puisque j'ai testé durant les vacances de février Critical Sanctuary, donc c'est la deuxième boîte de Critical. La première c'était, j'ai oublié son nom, Critical, je sais plus, mais c'était un peu un type style série télé ou univers un peu enquête espion, tout ça. Et donc là on est dans un univers qui est plus, disons, Heroic Fantasy, c'est peut-être beaucoup dire. Mais un petit peu. Donc le but des boîtes de Critical, en gros, c'est de vous permettre de vous mettre au jeu de rôle autant en tant que joueur que en tant que maître de jeu. Surtout en tant que maître de jeu, puisque en gros vous avez toute l'histoire qui est quasiment plus qu'à lire, à dérouler. Sachant que de scénario en scénario, on t'aide de moins en moins. Donc au début, t'es très guidé. Et puis à la fin, non, il faut que tu fasses... T'as lu combien du coup ? Là j'ai fait que la première pour l'instant encore, mais j'avais déjà fait, on avait fait, d'ailleurs t'avais testé on avait commencé, donc c'est Fondation, dit Jiba. Ah, Fondation. Qui était dans l'univers plutôt espion, agent secret. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc voilà, et donc là on a commencé avec mes enfants cette version-là, que j'ai trouvé, alors, j'ai un petit doute. Je l'ai trouvé plus facile à prendre en main, autant en tant que joueur que en tant que maître de jeu, avec un vrai côté un peu plus jeu de rôle que Fondation. Cela dit, entre-temps, on avait fait d'autres jeux de rôle qui étaient dans l'univers Heroic Fantasy un peu. Donc, ça vous parlait plus peut-être. Je me demande s'il n'y a pas un léger biais aussi,
s'il n'y a pas un léger biais là-dessus, genre, est-ce que à force d'être dans l'univers Heroic Fantasy, j'ai pas trouvé celui-là plus facile à prendre en main que l'autre. Aussi, vu que l'univers est plus imaginaire, c'est, je trouve, plus facile pour un maître de jeu dans les combats d'inventer un peu et de laisser libre place à l'interprétation des événements. Toujours est-il qu'en tout cas ça a hyper bien marché, donc on va continuer la campagne. Enfin, oui, un peu la campagne, les scénarios. Oui. Et voilà. On avait fait aux vacances précédentes celui dont le nom m'échappe à chaque fois. Chroniques oubliées. Les Chroniques oubliées, qui était également un peu sur ce terrain-là de jeu de rôle facile à prendre en main pour le maître de jeu et initiation de jeu de rôle, qu'on avait trouvé très bien. Mais je crois que j'ai quand même une petite préférence pour Critical, que je trouve un petit peu plus travaillé. Alors, Grenouille qui demande s'il y aura une initiation à la Game Night. De ça, alors ce serait une très bonne idée, en vrai, mais moi j'aurais pas le temps, je pense. Je prendrais la boîte. Mais c'est vrai qu'on pourrait, si on a des demandes, faire plutôt des initiations aussi au jeu de rôle, pour certains qui veulent découvrir, mais pas faire des parties de 3 heures. Ouais, parce que ça dure une demi-heure, 45 minutes. C'est aussi, c'est très... ça fait partie de la facilité de prise en main, c'est que tu dis, voilà. Moi, par exemple, jouant avec les enfants et leurs copains, il y a des fois où ils partent un peu en live et tout, ça me fatigue pas mal. Je sais que j'ai pas envie de faire ça pendant 3 heures. Donc là, les parties, elles sont durées, et s'ils me cassent les pieds, on arrive en fin de partie, et hop, on passe à autre chose. Oui, voilà, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est carré. Donc, à la Game Night, je vais le prendre, mais je peux pas promettre, ou alors faudrait qu'on y réfléchisse pour la prochaine fois, à discuter avec Jiba, notre responsable jeu de rôle. Ça pourrait être une idée aussi. Pour la prochaine. Donc voilà, mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment ce format-là. Si c'est pour jouer entre adultes, peut-être Fondation. Si c'est pour jouer avec des enfants ou plus imaginaire, Sanctuary. Et si vous n'avez jamais masterisé, que vous avez juste joué un peu au jeu de rôle, ou même regardé de loin, vous inquiétez pas, ça le fait tout à fait. Tu vois, c'est plus facile à prendre en main en côté un peu maître de jeu que un... et voilà, j'oublie tous les noms des... Non, celui que j'ai eu à la Toussaint. Avec le gros manoir. Terrorscape. Voilà, c'est plus facile. Je suis là, hein. Qu'est-ce qu'il ferait sinon ? C'est plus facile à prendre en main qu'un Terrorscape, alors que l'autre n'est pas un jeu de rôle, clairement. Jiba dit, on peut faire ça une prochaine fois. Ouais. Bon. Il y a pas mal de gens qui ont envie d'essayer, mais c'est vrai que 3 heures, 2 heures, ça leur fait un peu peur. Ouais, une vraie initiation jeu de rôle, ça peut être sympa. Ah, tu as amené une table basse. Attends, non, je vais me cacher parce que déjà c'est lourd. Et je vais parler de luthier. Il est vraiment immense. Donc, c'est une boîte dans laquelle il y a une contrebasse. Parce que si tu compares avec, tu vois, genre... fromage. Ah, tu vois, même fromage qui est quand même un jeu... Fromage qui est un jeu qui est déjà un peu gros. Ouais, qui est même plus gros que Wingspan et tout ça, voilà. Donc luthier, c'est lourd, c'est gros, c'est beau. Voilà. Donc c'est qui ? C'est Dave Beck et Abbé Burson, voilà. Et c'est Vincent Dutré, on reconnaît un peu la patte quand même dans son style. T'as vu, il est méga actif. Ouais, et du coup, voilà, donc on reconnaît là peut-être plus avec les personnages, etc. Donc, vous incarnez des familles de luthiers. Donc, des luthiers, c'est quoi ? C'est des gens qui vont créer des instruments. Ah, donc ils auraient dû l'appeler luthier avec un S. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, vous avez de quoi faire en niveau matériel. Derrière. Vous avez une baguette qui sert à rien, mais qui est juste fait pour faire joli. Donc, vous avez un plateau immense. Voilà, j'arrive même pas, je me cache derrière. Donc, vous allez avoir des jetons. C'est en fait tout le on a dit t'ouvres pas tout sur luthier là, il y en a pour une heure sinon. Non mais pas tout, mais voilà. C'est mal rangé. Vous allez avoir du coup vos petits jetons. En fait c'est un jeu un peu de... Ouvre pas tout. Non mais c'est un mélange de mécanique où on va du coup donc devoir créer des instruments. Donc il y a plusieurs zones dans le plateau parce que le but à la fin c'est de faire des instruments beaux pour les musiciens. Donc on va avoir des commandes qui vont être faites par des mécènes qui vont nous aider. Donc tant qu'ils nous aident, ils nous font une commande, ils peuvent être patients et tout ça, mais à un moment donné, si on attend trop longtemps avant d'honorer notre commande et honorer les choses, en fait, il s'en va et il n'est pas content. Et vous avez des petits jetons comme ça, parce qu'en fait, comment ça se passe ? Il y a une phase de programmation. Donc, on va avoir tous... J'aime la programmation. Donc, on va avoir tous des petits jetons. Alors, le matériel est vraiment quali quand même. Et du coup, vous avez plusieurs actions et vous allez quand même programmer, du coup, vous positionner sur les différentes actions. Donc, soit récupérer un instrument, soit faire un concert, soit réparer un instrument, soit prendre un mécène, soit vous avez un plateau personnel pour justement faire l'ébauche de votre instrument et après faire la finition. Donc un instrument, d'abord on le récupère, après on le met dans notre plan d'ébauche, on doit payer des ressources pour faire l'ébauche, et après on paye des ressources pour faire la finition avant de l'envoyer sur l'orchestre, sur le gros plateau. Donc cette phase de programmation, on va mettre chacun notre tour nos jetons,
Et donc, nous, on va mettre des chiffres, parce qu'on a des chiffres 1, 2, 3. Et celui qui a mis les plus gros. Au départ, on commence qu'avec 3 jetons, mais après, on va acquérir le 2 et acquérir le 4 au fur et à mesure des manches. Donc au départ, on a moins de jetons et finalement, au fur et à mesure, on fera plus d'actions. Et c'est celui qui aura mis le jeton le plus fort qui, du coup, commencera et fera l'action. Suivant aussi la force de notre action, on a un petit bonus supplémentaire souvent. Donc plus on met un jeton fort, plus on a l'action plus un bonus. Alors, la prise en main est assez... Le jeu n'est pas si complexe en soi, mais la prise en main est un peu difficile. Je trouve que les règles sont hyper mal faites. C'est-à-dire que... Bon, du coup, j'ai regardé on a passé trop longtemps sur les règles. En plus, on a été voir une vidéo. Alors, donc, si vous avez joué à Luthier, ou si vous voulez jouer à Luthier, il y a la vidéo d'un monde de jeu. C'est pas pour les critiquer, mais avec Monsieur Guillaume, là, de Lucky the Games, qui est présent. Alors, allez lire les commentaires, parce qu'en fait, sur leur partie, il y a au moins 6 ou 7 erreurs de règles. Et ça, c'est pas un truc qui nous arrive à nous, jamais. Oui, mais là, c'est une vidéo filmée avec l'éditeur, quand même. Ouais, c'était bourré. Et du coup, il y a quand même plusieurs erreurs de règles, donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires pour voir les erreurs de règles qui ont été faites, parce que si vous jouez comme eux, c'est pas le... Sinon, vous n'allez pas voir la vidéo, comme ça, vous voyez pas les erreurs, et comme ça, vous n'avez pas besoin de lire les commentaires pour voir quelles erreurs ils ont fait. Voilà. Donc, à deux... Moi, je vous aide. À deux, en fait, on va jouer avec, du coup, des placements avec moins de possibilités et des emplacements déjà pris sur l'orchestre. Mais vous avez aussi la possibilité de jouer, quand vous jouez à deux, avec l'automa. Moi, l'automa, ça m'intéresse pas trop. Donc, nous, on a joué qu'avec des choses déjà prises. Comme ça, on est fixé pour tout le reste de la partie sur ce qu'on peut faire ou pas sur l'orchestre. Et franchement, moi, j'adore. Voilà, c'est franchement un jeu coup de cœur pour moi. On a réussi à faire 2-3 parties, je sais même plus 2 parties. T'as fait 2-3 parties de ce truc-là? Ouais. Ah bah c'est pour ça que t'as pas joué au reste. Bah c'est ça. Mine de rien, même la deuxième partie, quand tu programmes et que tu réfléchis tout, et ça prend au moins, on était 2 et ça prend 2-3 heures. Après, la programmation, c'est assez simultané. Donc, et on résout n'importe comment. Et on résout un peu en simultané. Donc voilà, mais vous avez des gros dés là pour faire l'orchestre. Vous avez des dés musique comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, des dés avec des notes et tout. Franchement, le matériel est chouette. Moi, le jeu, j'ai adoré. Donc, il y a la partie programmation qui peut être très frustrante parce que vous avez prévu de faire quelque chose. Finalement, vous le ferez en deuxième. Et l'action, en fait, aussi, pareil. Ça, vous avez prévu d'abord d'aller chercher un instrument puis de récupérer des ressources. Sauf qu'en fait, finalement, l'adversaire va faire autre chose. Et il va vous empêcher de faire votre action avant. Enfin, voilà. Donc, ce que vous avez prévu ne peut mal se passer. Et là, c'est très frustrant parce qu'il y a peu de manches quand même. Donc, il y a peu de frustration. Mais à 2 joueurs, ça va. Et franchement, voilà, le matériel est super beau. La mise en place est un peu longue. Mais beaucoup de choses à faire. Et franchement, je vois pas comment faire mieux. Mais on peut pas aller au bout de toutes les actions et tout. Et franchement, moi, c'est vraiment un coup de cœur sur ce jeu. J'ai vraiment adoré et c'est très chouette. Bon, faut savoir, c'est long et les règles, franchement, il manque plein d'informations. Alors, il y a Teva qui demande si ce sera dispo à la Game Night. Eh ben, potentiellement, voilà, si c'est demandé, je peux l'amener. Par contre, l'explication des règles, ça va me prendre toute la soirée. Tu fais comme on avait fait avec la Familia, partie prévue à minuit. Voilà. Mais franchement, si vous hésitiez, moi, je trouve que c'est un super jeu de programmation. Très beau et long, hein, ça reste un jeu expert. Hein, il y en a qui disent que une fois que tu connais les règles, c'est initié. Non, c'est quand même de l'expert quand même. Moi, je suis hyper curieux parce que... Mais il l'avait déjà dit, Laurent, il dit que ça ressemble trop à Dragonnier. Non, mais je pense que c'était pas dans la même gamme de jeux. Hein. Il y a du jeu aux deux. Ackman est d'accord de l'expliquer, donc elle est prête à passer sa soirée sur l'explication de Luthier. Alors. Et voilà, donc Luthier, franchement, allez-y, super jeu expert pour moi, il était nommé au Diamant d'Or, et voilà. Putain, on va peut-être pas avoir le même gros jeu coup de cœur cette année, quoi. Peut-être. C'est moi ? Ouais, vas-y. Eh ben, je vais parler d'un gros jeu. Et de mon côté, on a joué à... Alors, c'est pas de cette année, pour le coup, moi je suis à la bourre, j'ai 1 an de retard. Hop, j'ai joué à Endeavor Deep Sea. Alors déjà... Je sais profond en français. Ah oui, mais je trouve que c'est mieux Deep Sea. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me tromper. Je l'ai acheté en mode coop. En étant persuadé que c'était un mode 2 contre 2 qu'il y avait dans la boîte. Et non, c'est un mode coop. Non, c'est un mode coop. Mais j'étais sûr que c'était un mode par équipe. Donc, je me suis complètement gouré, mais bon, j'adore le coop, donc on l'a testé en coop. Et pareil, moi, gros coup de cœur, j'ai trouvé ça vraiment super. Là, ça fait un gros moment que je me plains que j'ai pas de gros jeu coop. Et j'ai un gros jeu coop. Donc, d'abord, on va falloir explorer les fonds marins pour observer des espèces et des trucs comme ça.
En mode coop, en fait, il faut atteindre à chaque fois un certain nombre d'objectifs, de points à aller chercher, de choses comme ça. Le jeu a la réputation d'être difficile, alors clairement, on s'est dit, on le fait en difficulté normale, parce qu'on est des gens habitués, et qu'on ait l'habitude. Eh ben non, alors on a perdu, mais on a perdu à 1 point du niveau facile. C'est-à-dire qu'au cours de partie, alors qu'on était en train de mode normal, on fait ouais, ok, laisse tomber, on n'y sera jamais aux objectifs de normal, donc on va faire facile. Et on a perdu à un seul petit objectif, on l'a raté de tout pas grand-chose. Mais voilà, on y a joué à 4 en coop, ça nous a pris 2h30. Donc je pense que clairement ça tient tout à fait 2 heures quand tu maîtrises le jeu, parce que là c'était la première fois qu'on jouait, et ça a vraiment emballé tout le monde, et je suis vraiment impatient d'y jouer. Je pense que par contre en compétitif, il faudra qu'un jour je le tente, il doit être bien vache, parce que tu as bien moyen de te mettre à la place de l'autre. Ouais, tu embêtes les autres, c'est très interactif. C'est un gros jeu de placement, donc alors très interactif. Si tu décides de regarder ce que font les autres, comment tu peux vraiment dire ah tiens je pense aller là mais si je le mets là il pourra pas jouer. T'as vraiment moyen de bien pourrir les autres. Mais pour moi et pour ce qui m'intéressait donc c'était le coop et vraiment grosse réussite, chouette matos, chouette comme on dit, tu vois, univers dans lequel t'es bien imprégné. Il y a plein de choses à faire, ce qui fait qu'en coop, tu peux vraiment essayer de dire, bah, moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça, et puis tout d'un coup, bah, c'est pas les cartes qui tombent, faut se réadapter, etc. Tu fais leader ou pas ? Il y a trop de trucs. Non, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Bah, Greneuf qui est dans le chat, il a fait la partie. Il joue avec moi, donc il pourra le redire, mais moi j'ai pas vu tellement d'effets leader. Il a même presque l'inverse, un petit côté tellement à la base compétitif que de temps en temps, tu es en train plutôt de te dire moi je vais faire ça. Je dis ça parce que Greneuf l'a fait, bien entendu. Alors moi je vais faire ça, et il dit bah ouais, mais si je le fais moi, c'est peut-être plus efficace. Oui, mais non, j'ai envie de le faire. Donc je suis sûr que ça nous a coûté la victoire. Ah bah c'est ça, c'est ta faute. Donc voilà. Combien de temps la partie du coup ? Eh ben, si, je pense que là, on a fait 2h30, mais je pense que 2 heures, si c'est pas ta première partie, 2 heures, ça tient largement. Okay. Et ça peut être, c'est vraiment pour moi, c'est le super format. Par rapport à CO2 secondes chance ? Ah ouais, alors CO2 secondes chance, il est un peu dur à prendre en main, donc plus accessible, du coup. C'est longtemps que j'ai pas joué à CO2 secondes chance. CO2 secondes chance, le problème, c'est qu'il m'a fait vraiment des parties que j'ai adorées, et des parties qui ont floppé à mort. Non, je préfère Endeavor Deep Sea, je pense quand même. Tu vois, Greneuf, pas de leader, il y a trop de paramètres. Ok. Je pense que Endeavor Deep Sea est plus facile à prendre en main que CO2 seconde chance. Je pense qu'il est aussi plus accessible en termes de thème. En termes d'illustration, il est très beau. J'ai pas appris le jeu parce que j'avais pas de place dans mon véhicule pour le prendre. J'ai un break quand même. Comment donc les illus sont chouettes, le matos c'est chouette, les mechas sont chouettes, les objectifs vont varier à chaque partie. Mais il avait des très bons retours en compétitif. Ouais. Enfin, je pense qu'il est la plupart du temps il est joué en compétitif et les retours étaient déjà très très bons. Donc, Et il est quand même un petit peu dans l'actualité parce que l'extension sera chez Super Meeple dans l'année. Okay. Alors, elle a été éditée et diffusée l'année dernière via Kickstarter, donc mais ça concernait pas la France, il n'y avait pas de version française, je crois. À vérifier. Mais Super Meeple, il est dans leur line-up de cette année et je sais déjà, je vais l'acheter. Non, je vais l'acheter vraiment, je voulais un gros jeu comme ça. Donc voilà. Et par contre, celui-là, clairement, je l'amène à la Game Night, donc partie après minuit. Je veux rejouer. Et du coup, la Game Night va être pour moi une super occasion de le sortir. J'ai vraiment trouvé ça très bien et c'est vraiment ce que j'attendais. Ouais, je cherche du gros jeu coop. Je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup ces derniers temps, donc j'avais pas celui-là jusque-là. Par contre, ça me conforte dans cette idée que on veut du gros jeu coop. Il faut que les éditeurs là, il faut que vous alliez chercher. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un mode coop. En fait, tu vois là, il y a le mode coop et le mode compétitif. Ouais. C'est ce que de toute façon, on le voit même dans des jeux familiaux. Comme ça, t'as les deux modes et tu choisis. Salut Teva, à vendredi et bonjour Poulpinette. Comment ? Ouais, donc oui, peu importe. Enfin, alors. On va aussi le voir bientôt, cet aspect mode coop, puisqu'on devrait tester Acropolis avec son extension coop.
Mais ça peut être piégeux parce qu'il y a des modes coop qui sont mal faits ou les objectifs sont un peu bidons, au final t'y crois pas trop. J'avais un peu peur que ce soit le cas d'ailleurs avec celui-là. Faut que ce soit un vrai coop quoi. Ouais. Faut qu'il y ait une vraie raison de coopérer quoi. Donc mais par contre, enfin j'ai presque envie de regarder Super Meeple, qui est l'éditeur français de gros jeux, et de dire encore, allez chercher Spirit Island. Franchement, allez chercher Spirit Island, qui est la référence du gros jeu difficile coop. Ouais, mais moi j'ai pas aimé Spirit Island. Mais voilà, il y a des gens qui ne l'aiment pas, parce qu'il est dur à prendre en main, parce qu'il y a plein de manipulations de petits objets, parce qu'il y a des persos qui sont... il est très asymétrique. Donc voilà, moi je l'aime bien. Il est incroyablement haut sur le classement BGG. J'avoue que même moi, j'ai du mal. Je suis étonné par cette note-là, mais j'ai envie... Ouais, les retours étaient très bons. J'ai envie de voir plus de jeux dans cet esprit-là, il faut de la coop, de la vraie coop pour pouvoir réussir le jeu, quoi. Donc voilà, gros coup de cœur pour moi, de l'année dernière, certes, mais c'était ce que je voulais. Yes. Allez, on enchaîne, il nous en reste 2, si on veut faire un petit hors-jeu derrière. Ah oui, bon, on est dans les temps. Allez, donc je vais parler... Alors, faut que tu enlèves ton affiche. Ah, faut que j'enlève mon affiche. Donc, je vais parler d'un jeu qui sort vendredi. Je l'ai en avance. Je l'ai gagné. J'ai eu un peu de chance, mais je l'ai gagné du coup sur un tournoi BGA. Donc, c'est Red Notice, le million ou la prison. C'est le prochain jeu de chez Ketchup Games. C'est un jeu de 2 joueurs. Tu connais les auteurs, c'est Gauthier Decotreau et Baptiste Laurent. C'est ceux qui ont fait Niwashi. Oui. Voilà. J'aime Niwashi. Voilà. Et du coup, donc c'est édité par Ketchup Games, leur prochain jeu. Du coup, ça sort vendredi, je l'ai dit. Et c'est un jeu de track pour 2 joueurs. Donc, jeu de track, on peut citer Mind MGMT. Souvent, c'est des jeux 1 contre tous, d'ailleurs. La Bête, qu'on a beaucoup aimé. Et donc là, c'est du 1 contre 1, donc à la Mr. Jack, pour le plus. Oui, pour on un est des plus dans du Mr. Jack que dans La Bête. Et du coup, vous allez... Alors, c'est inspiré du film... Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Donc on incarne soit la faussaire Angela, soit Jessa du FBI, l'agente. Et en fait, on va devoir du coup avoir un rôle asymétrique. Donc on va devoir, pour Angela, du coup, banquer des chèques. Parce que le but, c'est de faire de l'argent en faux. Encaisser des chèques. Jusqu'à $1 million. Et pour le FBI, ça va être de nous traquer et de nous trouver 3 fois. Donc on a quand on est Angela, on a 2 fausses identités. On peut se faire trouver 2 fois. Mais si on se fait choper une 3e fois, eh ben, on perd la partie. Donc, alors, on peut dire, donc, édition de chez Ketchup Game, on peut dire que c'est juste magnifique. On a la boîte ici. En fait, la boîte. Ça, c'est la mode, par contre, et j'aime pas trop ces trucs-là, moi. Donc, pour l'agent du FBI, la boîte devient un paravent. Comme ça. Avec du coup, parce que du coup on doit se cacher la carte ici qu'on insère dans le paravent. Comme ça. Et du coup on se cache et nous on a du coup notre, quand on est le Angela. C'était quand même beaucoup plus facile de se cacher derrière la boîte de luthier que derrière celle-là. Donc on se cache du coup et on va pouvoir du coup déplacer son personnage quand on est le faussaire. Donc c'est complètement l'histoire de Catch Me If You Can. Le film avec DiCaprio. De toute façon, ils le disent, hein, clairement, c'est inspiré. Et d'ailleurs qu'ils n'ont pas la licence. D'ailleurs que Angela Fairbanks, les noms des 2 sont des anagrammes. Un plateau double couche hyper épais, ici on le voit. Chaque joueur du coup a ici à l'intérieur son set de départ avec les fausses identités qui ont un carton hyper épais, qui sont hyper épais. On a tous, du coup, des jetons de poker. C'est un jeu aussi de programmation. Donc, des beaux jeux de poker, des beaux jetons de poker. On a tous le même jeton de poker. C'est pas mal le matos. Hein. Le matos est vraiment... Enfin, l'édition, on peut rien dire. Franchement, c'est super. Donc, et du coup, on a des petits radars, parce que le FBI va pouvoir positionner des petits radars et des barrières sur la carte. Donc... pour voilà, essayer de trouver. Donc comment ça marche? On fait de la programmation. Donc ici, on va avoir des cartes et les cartes ont double action. On va se positionner d'un côté, je ne sais pas s'il y a la carte derrière. Donc ici, voilà, comme ça c'est plus simple, j'ai pas sorti le matériel. Ici, donc on a les 4 actions possibles lors d'une manche. On va se positionner nos jetons de poker. Celui qui a la plus grosse valeur de poker, il fera les 2 actions, en commençant par celle où il s'est placé. Si on est égalité, on fait que celle de son côté. Si on est... Et puis du coup, et par contre, celui qui a la valeur la plus faible, si on est 2, il fera que l'action qui est de son côté. Donc des fois, bon, pour jeu de programmation, frustration, parce que des fois, on fait pas ce qu'on veut. On a un jeu de pot qui est méchant, parce que ce jeton, il annule l'action complète de l'autre. Donc, et on sait pas quand il peut sortir. C'est pas pour moi, ça. Donc voilà, donc c'est un jeu track avec vraiment avec une asymétrie. Donc l'édition, rien à dire. Moi, sur le jeu, j'aime... En fait, je sais pas si la mécanique du jeu de track, j'aime bien ou j'aime pas en vrai.
En fait, il y a un côté stressant dans cette mécanique. Bah, surtout en 1 contre 1, quoi. Voilà. J'ai beaucoup aimé la bête. Là, du coup, je sais pas. Tu vas y arriver. Déjà, j'ai trouvé que quand on joue Angela, j'ai trouvé ça plus dur. Donc, quand on joue la faussaire. C'est souvent le cas. Après, a priori, c'est assez équilibré normalement dans tous les retours que j'ai pu voir. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plus dur de jouer Angela. Et voilà. Et par contre, on est vraiment dedans. Hein. On essaie de se déplacer. Moi, j'ai joué trop risqué. Je suis restée trop près du FBI, donc je me suis fait choper. Il faut partir loin de ça. Mais j'avais un problème de chèque, c'est que les chèques étaient de la couleur. Parce que pour banquer un chèque, il faut être dans le continent. Encaisser un chèque, il faut être dans le continent. Sauf que moi, les chèques que j'avais, ils étaient dans le continent d'où était le FBI. Donc, j'étais un peu obligée de prendre des risques. Bon. Mais voilà, ça se joue... Alors, la première partie, on a trop duré, mais ça se joue normalement en 30-45 minutes. Ça dure un petit peu. Ça peut durer un petit peu, sauf si on se fait trouver vite. Voilà. Et il y a un petit souci au niveau des règles. C'est pour ça que je le précise. Parce qu'on est tombé dedans dès la première partie. En fait, on s'est retrouvé avec plus de chèques dans l'action de prendre des chèques. Et en fait, quand il n'y a plus de chèques, on remélange pas. C'est-à-dire que les chèques qui ont été encaissés par le FBI, ils restent du côté FBI. Les chèques qui ont été encaissés côté faussaire, il reste. Et par contre, du coup, s'il n'y a plus de chèques et que la faussaire ne peut pas faire les 1 million, en fait, c'est le FBI qui gagne. Donc, il y a une condition de victoire, finalement, du FBI qui n'est pas indiquée dans les règles. Donc, c'est important de savoir parce que, du coup, j'ai discuté un peu sur le Discord de Catch Up Game. Du coup, on a échangé pas mal sur comment on joue, sur les choses importantes à jouer EXO. Et du coup... Voilà, donc cette condition de partie, je trouve qu'il faut quand même la mettre parce que qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de chèque. Voilà. Donc je pense qu'il faut en parler. Donc voilà. Donc si vous cherchez un jeu de track 2 joueurs qui est facile à sortir avec un super matériel, Red Notice, franchement, c'est super beau, c'est agréable à jouer. Après, moi, ça me stresse un peu et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était dur de jouer Angela. Du coup, est-ce que j'ai envie de rejouer Angela ? On jouera à la bête. J'ai envie de jouer, du coup, je préfère peut-être jouer le FBI et essayer de traquer Angela. Voilà, du coup, mais après, c'est comme tout, quand il y a un rôle asymétrique, souvent on préfère un des rôles. Et voilà, donc. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dur pour Angela. Et vous, du coup, si vous l'avez testé, dites-nous quel rôle vous voulez jouer. Et du coup, est-ce que vous en avez trouvé un plus facile que l'autre ? Donc voilà, Red Notice, donc chez Catch Up Game. Bon, moi, j'ai pas joué, mais si c'est à 2 joueurs et que c'est stressant, j'y jouerai pas. À noter que Red Notice est un film Netflix très mauvais, que vous pouvez voir également. Oui, c'est vrai. Et à ton dernier jeu, tac, je te l'amène. Alors, moi j'ai essayé Carnuta, et c'est pareil, c'est la mode, tu vois, encore une boîte qui fait comme ça. Sauf que là, j'ai vraiment un doute déjà sur la durée de vie de ce truc-là. Le bout de carton, là. Alors, derrière, vous avez une illustration pleine page. C'est joli, et c'est bien pour C'est parce qu'on peut changer. Pour l'illustrateur, ouais, mais moi, j'y crois pas trop. Parce que t'as une version nuit de la boîte. Ouais, mais on s'en fout. Si, est-ce que tu peux changer Le jour où t'as cassé ça, parce qu'à chaque fois que tu fais la manip là, tu prends le risque de le casser. Ouais. Et tu t'en fous que t'aies ça. Ouais, bon, tout... Bon, bref. Donc, c'est quoi, Carnuta ? Carnuta, c'est... Alors, c'est l'histoire d'Astérix. Je suis sûr, ils ont voulu avoir la licence, ils l'ont pas eu. Astérix, c'est les Carnuites ou les je sais plus quoi, ou les. En gros, c'est le concours. Attends, on peut ouvrir, on peut montrer les règles. C'est le concours c'est un concours de druides. Donc il y a une BD Astérix sur ce sujet-là. Ou Panoramix le druide. Alors ils ont quand même pas mis Panoramix sur la boîte, hein. Mais c'est pas loin. Donc où les druides se rendent et ils vont faire la meilleure potion. Alors on ne dit pas ce qu'elle fait ta potion, mais tu dois juste faire la potion. Donc tu vas collecter des ingrédients qui vont te faire ta meilleure potion. Et en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est du tableau building, c'est-à-dire que... Collection et objectif. Voilà. Ouais, voilà. Objectif... si t'as des objectifs de points. C'est-à-dire que si t'as tant de trèfles, tu feras tant de points. Oui, mais c'est pas des objectifs en soi. Oui, en gros, voilà, ça va te dire... tu vas avoir des cartes qui vont te dire... dessus, il y a du trèfle, et elle te donne des points par champignon. Et à côté, t'as une carte qui... Dessus, il y a des champignons. Et elle te donne des points par framboise, et t'as la framboise qui donne des points par trèfle. Ou par paire de framboises. Ou par paire, Enfin, c'est des formules, en gros. Voilà. Mais donc, voilà, c'est de la collection. Faut apprendre les cartes qui vont bien ensemble pour réussir à faire son petit combo de cartes qui matchent bien. Il y a un petit mécanisme qui fait que, pour acheter une carte, en fait, tu as des runes devant toi. Donc tu as des runes devant toi, elles ont un côté jour, un côté nuit, et en fait pour payer les cartes, soit tu retournes par exemple pour jouer une carte soleil, elle va te dire retourner 3 soleils, donc il faut que tes 3 runes soleil fassent visible, tu les retournes face nuit
pour pouvoir jouer la carte. Et il y a quelques cartes qui vont même te forcer à défausser tes runes, et dans ce cas-là, il faudra des fois à ton tour, vu que tu as 2 actions, une action possible, c'est d'aller chercher des runes. Voilà, si on monte, en fait, les runes, elles sont très jolies, elles sont quand même assez épaisses, etc. Alors du coup, là, moi, un peu déçu parce qu'elles sont quand même très plastiques. Et dans un jeu comme j'ai encore oublié le nom parce que j'oublie tous les noms aujourd'hui, je l'ai, celui avec le... comme ça, bon, enfin bref. Il y a la même chose, mais ils ont mis des vrais cailloux, c'était beaucoup plus classe avec des vrais cailloux. Donc, au début, j'ai cru que c'était des vrais cailloux. Donc voilà, en soi, le mécanisme des runes, c'est le petit côté original du jeu. Tout le reste, globalement, c'est quand même du déjà vu. Oui. Il y a vraiment pas ou peu de nouveautés, mais bon, si vous n'avez jamais joué, ou si vous n'avez pas de jeu comme ça, on va dire de combo et de collection, le jeu est très bien. Donc vous avez, par exemple, sur cette carte-là... Le prix. Voilà, vous avez le prix en haut. Celle-là, il faut défausser une rune soleil. Elle vaut une fleur, je sais pas quoi. Et celle-là, elle donne 2 points. Et donne-moi les plus originales. Hop, voilà. Celle-là, pour la payer, elle coûte cher parce qu'il va falloir retourner 3 soleils et payer un soleil. Elle donne une fleur. Et par contre, elle vous rapportera 6 points si vous avez un crâne et 2 trèfles. Donc voilà, c'est de la collection, il faut avoir les bonnes cartes dans son jeu. Dès qu'un joueur a posé 11 cartes, on joue, on finit le tour en cours, on fait encore un tour et la partie est terminée. Le joueur qui a le plus de points a gagné. C'est très très classique. Donc voilà. Du coup, mon avis, c'est ça. C'est en soi, on a bien aimé notre partie. Bon, c'est très facile à prendre en main. Mais c'est vrai qu'on s'est pas dit tout de suite, on va rejouer, parce que on s'est surtout dit, on a déjà vu ça plein de fois en fait. Quoi. C'est vrai. Si vous connaissez pas le mécanisme, si l'univers Astérix vous tente, parce que du coup, c'est un petit côté un peu familial, vous pourriez y jouer avec des enfants qui connaissent Astérix, je pense que ça vaut le coup de découvrir ce genre de mécanisme, et ce jeu peut permettre de faire ça. Si vous l'avez déjà vu, vous passerez à côté du jeu. Voilà. Donc moi, tu y as joué, mais sur BGA, toi. J'ai joué sur BGA, moi je trouve que c'est une super édition, j'arrive pas à le remettre, bon. J'ai dit que c'était pas top, voilà. Tu vois. Et du coup, en fait, je voulais pas y jouer, je me suis dit, voilà, c'est classique, et en fait, ça marche, voilà. Donc c'est classique, mais ça marche très bien. Je trouve que le système de runes est bien pensé. Donc ouais, j'y allais un peu en mode... faut encore un jeu comme ça. Et en fait, franchement, vous cherchez un petit jeu familial qui est avec des parties rapides et des règles assez accessibles, il marche très bien avec un très beau matos. Alors tu vois, c'est ce que met Laurent dans le chat en disant c'est un OK game. Qui est pas cher pour le matos qu'il y a dedans. Alors oui, sachant que c'est la mode des jeux pas chers pour le matos qu'il y a dedans. Et tous les jeux, ils sont sur des prix assez impressionnants en ce moment. Après, voilà, maintenant, dire c'est un OK game quand on connaît la durée de vie des jeux, etc., je pense qu'il peut s'installer quand même. C'est pas un compliment pour moi. Je pensais pas, et franchement, je pense qu'il peut s'installer quand même, parce que franchement, ça marche vraiment bien. Moi, j'y allais vraiment à reculons, et au final... Moi, je trouve que la question se pose toujours, du coup, c'est quoi l'intérêt de sortir un jeu comme ça ? Franchement, il apporte des choses en plus, je trouve. Quoi ? Dis-moi un jeu qui est dans le même truc. T'en as pas à en citer au final. Et je trouve qu'il se démarque par son matériel. Du château combo. C'est du combo, c'est la même chose. Non, il est plus accessible parce que là, c'est la carte et... non, mais c'est du jeu de combo, les mécanismes, c'est les mêmes. Mais en collectionnant les ingrédients, c'est plus de la collection, là. Donc c'est plus un jeu de collection. C'est plus dans les toits de Paris, des trucs comme ça. Non, les toits de Paris, c'est un stop ou encore. Non, mais c'est du collection, on collectionne pour avoir ces trucs. Mais bon, donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs mécaniques, on n'est pas forcément d'accord, mais du coup, franchement, ça vaut le coup de le tester. Venez le tester à la Game Night, voilà. Faites-vous votre avis. Moi, non, mais c'est ce que je dis. Si tu connais pas ce genre de mécanique, c'est bien. Mais tu vois, nous, et la boîte, elle me casse les pieds. Ouais. On rangera plus tard, on n'a pas le temps. Bon, on est limité. Je rangerai plus tard. Mais, okay. Ah oui, il nous reste 5 minutes. Oui, alors du coup, je fais une petite hype parce qu'il y avait quand même le festival. Ah non, mais là, on n'a pas le temps pour ça. Mais c'est pas une putain, elle a une liste longue comme mon bras. Ça, c'est ma liste des jeux que j'ai repérés à Cannes, voilà. Ouais, mais non, pas du tout. Non, mais il y en a 3, j'en ai cité 3. Donc, il y a le jeu il sort bientôt, c'est God 5. Hein. Donc God 5 de chez Blue Orange, le prochain jeu de déduction de Johan Levet. Donc ça me tente vraiment énormément parce qu'en plus les retours sont bons et j'aime bien ces types de jeux de déduction. Il y a First Giant chez Spaceco qui me tente vraiment, les illustrations sont magnifiques dans un truc préhistorique et tout. Ils auraient dû en faire un coop. Voilà. Après, du coup, qu'est-ce qu'il y a le troisième, ça va être... Non, celui-là, non. Si, il me tente, mais je vais pas le citer parce que de toute façon tout le monde en parlera. Il y a Soupçon, voilà, qui me tente. Oui, bien. Soupçon. Voilà, Soupçon, on en a parlé déjà dans la semaine dernière, donc voilà. Mais j'ai pas les dates, mais voilà. Mais sinon, j'ai une liste comme ça, voilà. Donc, mais après, c'est des jeux que j'ai envie, mais est-ce que c'est de la grosse hype ? Peut-être pas. Donc moi, pour l'instant, Cannes, j'ai noté surtout Vroom
et soupçons. Ouais. Ok. Et là, on va faire notre petite section. Donc, ceux qui connaissent pas la chaîne, on fait un petit hors-jeu. Donc, on va parler, parce qu'à la base, le site, ce qu'on faisait, c'était des podcasts sur des séries et des films et du livre. Et du coup, on a gardé cette petite pastille, mais en pastille dans le jeu de société, parce qu'on s'est dédié au jeu de société, mais on continue d'en parler. Donc, cette section s'appelle le hors-jeu. Et alors, on va faire comme d'ailleurs l'épisode de Cannes, c'est-à-dire que les images vont apparaître dans un sens, et on va faire dans ce sens-là. Donc, on ne sait pas. Alors, le premier, c'est moi. Hop là. Le premier, je vous parle de Kaamelott, deuxième volet, épisode 1, je sais plus comment il s'appelle, ou le film. Épisode 2, volet 1, je sais plus, le film. Et je vais être extrêmement rapide sur ce film. C'est nul. Voilà. Et le 1, c'était bien ou pas? Et le 1, j'ai un souvenir que j'avais dû lui mettre genre 6, tu vois, sur 10, un truc comme ça. Genre, c'était bien, mais genre... Mais toi, t'es fan de la série ou pas? Je suis pas fan. Je suis pas complètement accro. Mais là, c'est même pas la question, en fait. Pourtant, il avait des bons retours. Oh là là. En fait, Astier, je suis désolé pour lui, hein, j'aime bien ce qu'il fait d'habitude, mais il a rien à dire. Là, globalement, c'est... là, comment il s'appelle, le roi Arthur, à la fin du 1, il en avait marre de tout, il s'occupait plus de rien. Donc là, on est un peu après ça, donc il fout toujours rien. Puis finalement, il décide qu'il va se reccuper un peu de la table de ronde, et il renvoie tous ses chevaliers faire des quêtes dans tous les coins. C'est tout, point barre. Et après, tu les regardes, là, ils sont tous Nicolas et Pimprenel, ils vont se promener dans la campagne, et ils font des quêtes de merde. Et il n'y a pas de propos dans le film, il a rien à dire. J'ai pas ri. J'ai regardé, alors 2h18 de film. Ah, c'est long quand même. Ouais. Mais c'est pas fait pour être drôle, je crois, celui-là. Ah ben, Kaamelott, c'est fait pour être drôle. Oui, mais pas les films. Alors, 2 problèmes. Non, mais dans ce cas-là, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est pas un film d'aventure, parce qu'il se passe rien. C'est pas un film comique, parce que c'est pas drôle. Et puis, en fait, il a merdé dans son écriture, parce que tous ces personnages, en fait, sont... c'est les mêmes. Ok. Avant, tu vois, tu pouvais trouver dans leurs expressions des trucs comme ça, des différences. Et là, en fait, ils jouent tous de la même façon. C'est tous les mêmes persos. Chaque blague est refaite 2 fois. Donc t'es là, tu fais genre... Et ça a été une lutte pour pas m'endormir devant ce truc. Donc... moi, j'aimais pas Kaamelott. La série, je suis pas accroché. Et du coup, j'irai pas voir les films, je pense. Ouais, là, faut pas y aller, là. Du coup, attends, parce qu'il y aura un volet 2 de l'épisode 2. Oui, il va y avoir, ça suit. Hein. Et il y aura un 3. Alors, je ne sais pas ce qu'il va raconter, parce que vraiment, il n'a rien à dire. C'est vraiment pas terrible. N'hésitez pas à nous dire là, ce que vous avez vu, des choses à conseiller, vous, en série, film ou livre. N'hésitez pas à nous dire donc, dans le chat. Donc voilà, j'en dis pas plus sur Kaamelott, épisode 2, volet 1, ne regardez pas. Allez, Zou, voilà. Alors. T'as quand même fait 3 minutes. Suivant, on parle de... Steel, c'est toi. Steel, donc c'est une série, une mini-série sur Netflix. Et c'est quoi, en fait, il y a des... Ça parle de vol. Voilà. Et en fait, il y a un gang, on va dire. Je sais pas appeler ça comme ça, qui vont arriver dans un fonds de pension avec des traders et qui vont voler du coup l'argent des retraites. Voilà. Mais il y a le FBI, enfin pas non, je dis le FBI, ça se passe à Londres, donc c'est pas le FBI. Et le gang des méchants, il s'appelle le capitalisme? Non. Et voilà, et du coup, je veux pas rien dire parce que sinon je spoil trop. Donc, mais on va essayer de comprendre qui ils sont, pourquoi ils font ça et qu'est-ce qui se passe. L'actrice principale, c'est celle qui a joué dans Game of Thrones. Ah. C'est la blonde? Non, la rousse. Ah. La sœur d'Arya. Je sais même plus son nom. On l'appellera la rousse. Bon, voilà. Donc voilà. Et c'est beaucoup axé quand même sur elle. Hein. C'est le personnage principal. Et mais, c'est une méchante ou c'est une gentille? Ah, je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais voilà. Donc je peux vraiment rien dire. Mais voilà, si le sujet vous plaît, c'est divertissant. C'est pas exceptionnel. Mais voilà, c'est divertissant. Il y a des petits rebondissements. Ça c'est joué pas si mal. Pardon. C'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est une petite série divertissante, assez sympa. Bon, du coup, on y va ou on n'y va pas? J'ai pas compris. Franchement, c'est divertissant, donc vous cherchez un petit truc qui vous prenne pas la tête, un peu divertissant, un peu... voilà, c'est pas un film d'action, c'est pas non plus un gros thriller, tout est un peu léger, mais voilà, ça fait... Ouais. C'est intéressant, on a envie d'aller jusqu'au bout, et c'est quand même... voilà. Tu m'as pas convaincu. Plutôt plaisant. Je note dans un coin, mais tu m'as pas convaincu. Next. Ouais. C'est toi, c'est encore toi. C'est moi. Moi je l'ai parce qu'en fait j'ai la version double. En fait à la base donc c'est un livre de James Norbury. Donc c'est les aventures de Grand Panda et Petit Dragon. En fait moi j'ai la double édition, c'est une édition collector du coup parce qu'en fait à la base il y a celui-là qui est sorti, c'est Grand Panda et Petit Dragon. Moi j'adore, les illus sont... Attends, t'as la boîte, là, je peux masquer l'image. On la met sur le côté, mais enfin, moi j'adore. Voilà, je trouve ça magnifique. En fait, à la base, donc c'est quelqu'un qui s'est mis un peu enfin, il a eu il est parti un peu s'expatrier. Il a eu, bon, je connais pas bien sa vie, mais il a voulu faire des choses un peu bouddhistes, un petit peu. Donc, en gros, il a créé cette histoire
Et en fait, dans le premier volet, c'est plutôt des petites phrases pour se sentir mieux. Voilà, mais c'est un livre pour enfants. Non, en fait, pas vraiment. Donc par exemple, là, faire des erreurs, cela veut dire qu'on essaie, explique Grand Panda. N'abandonne pas. Et donc ce premier volet, c'est plein de petites phrases comme ça, avec des illustrations, sur la rencontre. Donc Grand Panda et Petit Dragon. Petit Dragon, du coup, se pose des questions, et Grand Panda essaye d'être un peu philosophe. Voilà, c'est très joli. Et ça reste des petites phrases pour se sentir mieux, etc. Et c'est plaisant et c'est facile à lire. Ça peut être lu, oui, par des enfants pas trop petits non plus, hein, mais bon, voilà. Et du coup, il a créé, vu que ça a fait un gros succès, il a créé un deuxième. Mais ça, c'est plus une histoire. Donc là, c'est le voyage. Donc dans celui-là, c'est vraiment... Le premier, c'est des petites phrases comme ça. Là, il y a vraiment une histoire. Il y a un fil rouge. Il se passe quelque chose dans la vie de Grand Panda et Petit Dragon. Et voilà, ils vont leur arriver des péripéties, etc. Et c'est très chouette. Pas comme dans Kaamelott. Il y a un troisième volet, donc c'est bientôt mon anniversaire, donc voilà, donc je vais la voir. Donc c'est le monde merveilleux de Grand Panda et Petit Dragon, donc le troisième volet. C'est les aventures. Ça c'est parce que c'est la boîte collector avec les deux inclus. Voilà. Mais du coup il y a le troisième qui est sorti, et je sais pas après ce qu'il va en faire, mais... Ça, voilà. C'est un truc que je trouve méga frustrant, parce que t'achètes une édition collector, oui, et il y a 2 tomes, et ils te font un 3e tome derrière. Du coup, t'as l'air d'un con avec ton édition collector. Ça m'énerve. Mais voilà, donc c'est vraiment plaisant. Vous cherchez un truc chill et beau, voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'avoir le 3e, et j'ai envie de le garder tellement je trouve l'objet magnifique. Voilà. Pas convaincu. Non, ça, c'est pas ton truc. Alors, après, ça va être pour moi, les autres. Hein. Ah, mais t'en as combien? J'en ai 2. Encore. Alors, Touk, ça c'est fait. Young Sherlock. Ah je voulais le regarder, tiens. Donc c'est une série télé qui est dispo sur Amazon, où, comme ça est un peu écrit dans le titre, alors ils suivent, c'est pas du tout l'enfance, c'est même pas l'adolescence de Sherlock Holmes, parce qu'en fait d'ailleurs on l'apprend, il a 21, 22, 23 par là, je sais plus, 21 je crois, dans la série. Donc c'est, on va dire, la vie de jeune adulte de Sherlock Holmes, avant qu'il s'établisse comme détective privé, avant même qu'il rencontre Watson. Donc globalement, Sherlock, c'est plutôt un jeune un peu paumé, qui s'entraîne, par exemple, à être un bon pickpocket. Alors il vole les gens, et il rend les trucs. Question. Sherlock, il y a eu des trucs sur son enfance, ou ça a été inventé pour la série? Alors de toute façon, Sherlock, c'est dans le domaine public maintenant. Donc par exemple, typiquement, il a une sœur dans la série, je vous en dis pas plus, et elle s'appelle pas Enola, par exemple. Ah d'accord, ça existe. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu déjà des vrais livres sur l'enfance de... Non, dans les livres de Sherlock, il n'y avait pas son enfance. Okay. Non. Sherlock, ça commence, il est déjà enquêteur, c'est Watson qui raconte, il meurt, il revient, et après ça s'arrête. Donc non, c'est extrapolé autour de Sherlock Holmes. Donc voilà, on va découvrir un peu comment naît en lui l'envie d'enquêter, parce qu'il n'est pas dans cette idée-là au début, quoi. Et chose intéressante, on le voit dès le début de la série, par contre il va quand même rencontrer quelques personnages clés du futur Sherlock Holmes, et notamment il devient ami avec un certain Moriarty. Donc voilà. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est une série qui est réalisée et produite par Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est le réalisateur notamment de Arnaque, Crime et Botanique, et de celui dont j'oublie encore une fois toujours le nom, avec Brad Pitt, où il fait le manouche là. Tu m'aides pas. Bon, c'est pas grave. Comment il s'appelle? Je sais plus. Bon, bref, c'est un assez grand réalisateur, Guy Ritchie, notamment qui a réalisé également les 2 films Sherlock. Okay. Sherlock Holmes. Donc voilà. Et dans les premiers épisodes, vous avez vraiment cet univers lui parle. Ouais. Il a un univers de toute façon très british, Guy Ritchie. Donc dans les premiers épisodes, vous avez vraiment cette patte Guy Ritchie. Je soupçonne que Snatch, voilà, tout à fait. Merci à ceux qui suivent dans le chat. Je soupçonne que, à terme, ce qui va se passer, c'est que Guy Ritchie va sûrement rester que comme producteur et laisser la réalisation à d'autres. C'est ce qui se passe quand des grands réalisateurs travaillent sur des séries. C'est ce qu'a fait Tim Burton sur Mercredi, où il a même arrêté au bout de quelques épisodes. Donc voilà. Mais dans ces premiers épisodes, vous avez vraiment une réalisation, une touche Guy Ritchie. Vous avez un scénario qui est vraiment intéressant. Ça s'étiole un petit peu. T'as fini la saison? Ouais. Ouais, alors par contre, ça se binge-watch à mort. Franchement, c'est hyper... Franchement, j'étais vraiment hypé, et du coup, là, j'ai vraiment hyper facile à regarder. C'est le mélange d'action et d'enquête. Ça se mange tout seul, quoi. Donc voilà. Je trouve que l'univers est cool. Je trouve que cette présentation des personnages qui sont vraiment
partie prenante dans l'univers de Sherlock Holmes, donc il y a surtout Moriarty et son frère Mycroft, est hyper intéressante. On est un peu perturbé par contre qu'il n'y ait pas l'histoire d'Enola, mais il y a l'histoire de sa sœur, mais c'est pas du tout la même. Okay. Dans le personnage, on découvre aussi les parents de Sherlock Holmes. Enfin d'ailleurs, c'est toute une intrigue un peu familiale et tout. Donc voilà. Franchement, c'est pas mal. Ma petite appréhension, c'est plutôt que ça bide complètement la deuxième saison. Si changement de réalisateur, s'ils mettent pas autant les moyens, il y a certaines scènes de combat et tout qui sont vraiment du Guy Ritchie pur et dur, qui est assez cool à retrouver. S'ils continuent pas dans cette lancée-là, ça pourrait bider à terme, quoi. C'est pas du Sherlock Holmes. Bah non, parce que c'est pas encore le détective Sherlock Holmes. Et surtout, Jiba qui dans le chat dit qu'il a vu le premier épisode et que du coup c'est pas du Sherlock Holmes. Surtout au tout début, c'est même plutôt un petit délinquant, en fait, Sherlock Holmes. Donc on n'est pas du tout, il n'y a pas Watson, on n'est pas du tout en train de suivre une enquête à la Sherlock Holmes. C'est une aventure d'un jeune de quelqu'un qui deviendra Sherlock Holmes, en gros. Donc voilà. Si vous êtes un peu en manque de série, que vous cherchez quelque chose que vous allez regarder quasiment jusqu'au bout, ça va bien se passer, sans que ça vous demande une implication hyper forte, c'est pas mal. Ça, je voulais le regarder, du coup, je le regarderai, du coup, ça devient du futur. Très bien, ok. Et je termine par quelque chose aussi, également, dont j'ai déjà parlé ici, mais est sorti cet hiver. Encore, mais t'en as pas la dernière fois, des fois. Non, je l'ai pas dit, je l'avais pas. J'ai lu le dernier tome du Château des Animaux, et c'est pour ça que je vais le faire rapidement, parce que je vous en avais parlé après le tome 3, et j'avais dû vous en parler avant la sortie du tome 4. T'as dit quand il est sorti, non? C'est vrai? Ouais, t'en avais parlé. Bon c'est pas grave, je reparle encore. Le dernier tome du Château des Animaux est sorti, donc ça clôt, en fait, cette histoire qui est une anthropomorphie... Donc c'est la fin. Ouais, ça reprend La Ferme des Animaux de George Orwell en BD, ça s'appelle Le Château des Animaux. La série est terminée, c'est un truc que j'adore en BD, quand ils savent terminer leurs histoires en 4 tomes et qu'ils en font pas 12 000. C'est aussi... Donc je pourrais avoir la version collector et les 4 inclus. Là maintenant tu peux, ouais. Là tu peux, ouais. Et donc voilà, j'en reparle juste pour vous dire, allez-y, foncez, lisez. Ça, c'est Xavier Dorisson, moi, en termes de bande dessinée, c'est un de mes auteurs préférés. Je trouve, c'est lui qui a fait 1629, il a fait plein de trucs, c'est absolument... génial tout ce qu'il fait, et celui-là, encore une fois, est top, et la série est fantastique, donc lisez Le Château des Animaux en BD. Pratiquement une ado à Cultura conseiller ça à quelqu'un. Ben oui, pourquoi pas. Mais mes filles l'ont lu. Oui, je sais pas à quelle tranche d'âge ça... J'ai été obligé de me battre avec ma fille, parce que celui-là, on me l'a offert à Noël. Pour pas qu'elle le lise. Et elle voulait le lire avant moi, alors j'ai dit non, t'as pas le droit. Donc voilà. On clôt. Donc, conclusion, j'aime bien toujours, dans la conclusion, revenir sur le fait qu'il y a notre Game Night qui arrive, si jamais vous aviez raté ça. Donc si vous êtes rennais, ou si vous avez envie de venir à Rennes ce week-end, vendredi soir, de 18h à 4-5h du matin. Plein de jeux à disposition, c'est gratuit, plein de parties, on vous sera pour vous expliquer. Antise, Blue Cloud Tower, du jeu de rôle. Et un TTMC géant quiz. Et du jeu de société normal. Il y a un food truck sur place, c'est ouvert toute la nuit. L'entrée est gratuite, il n'y a que le bar qui est payant, bien entendu. Et toutes les infos sont dans le lien qu'on vous met dans la description sur notre site de toute façon. Vous pouvez vous préinscrire pour les parties. Voilà. J'en profite, si du coup vous décidez de venir à Rennes, ou si vous êtes à Rennes ce week-end et que ça ne vous suffit pas la Game Night, dimanche c'est le festival de Fougères qui s'appelle Finger Games. Donc allez-y aussi, ça vous permet de faire un week-end jeu de société. A priori, on n'y sera pas. T'as prévu d'y aller, toi ? Je suis en train de me dire que j'ai rien de prévu dimanche. Je dis pas non. Bah voilà. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel est votre jeu du mois, parce qu'on est sur l'émission mensuelle, ou quelle est votre série, ou votre livre, votre film du mois. Comme ça, ça nous donne aussi des inspirations pour les mois prochains. Voilà. Tout à fait. Si vous nous avez découvert grâce au raid de Philibert, et que vous avez trouvé que c'était bien, abonnez-vous. Si vous avez trouvé que c'était pas bien, abonnez-vous. Et découvrez également... dites-nous en commentaire pourquoi c'est pas bien. Voilà, ça sur YouTube. Nos autres réseaux sociaux, notamment YouTube. Voilà, abonnez-vous, laissez un commentaire, la routine. Sarah Festério gère aussi les autres réseaux sociaux, donc elle est sur Facebook. TikTok, Insta, voilà. Facebook, c'est déjà TikTok, Insta, voilà. Et merci à tous. On se retrouve... je sais pas, je le fais peut-être un spécial cas la semaine prochaine. Post-Covid, non, c'est fini. Ça. Non, post-Game Night. Post-Game Night. On verra, peut-être. Peut-être un live la semaine prochaine. Donc profitez du soleil. Rendez-vous vendredi à la Game Night.
Et puis, à très bientôt. Salut.